Là, est toujours avec nous sur France Info dans la matinale week-end, enseignant-chercheur à l'Université Paris 8 et directeur du Medfocus Think Tank. On évoquait évidemment la situation dans la bande de Gaza. La guerre sera longue et difficile. Menace ou alerte le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou hier soir lors d'une conférence de presse. Il prévient que les opérations terrestres vont être élargies dans cette bande de Gaza. Précisément, la stratégie là, de l'armée israélienne au nord de la bande de Gaza, encore une fois, ce sont les souterrains, le fameux métro Les gazaoui. tunnels, exactement. C'est la stratégie qui est visée sur la base, bien évidemment, d'informations et de renseignements par les services de renseignement israéliens. C'est que c'est très difficile de faire, bien évidemment, la guerre dans une zone urbaine. Et donc, la stratégie militaire d'Israël, ça sera le fait de vider la partie nord et de détruire l'infrastructure des tunnels pour le Hamas. Maintenant, bien évidemment, c'est pas avec ce genre de moyens que on peut éradiquer le Hamas, parce que l'objectif qui était déclaré depuis le 7 octobre par Israël, c'était éradiquer le Hamas. Éradiquer le Hamas, c'est impossible parce que tout simplement, les dirigeants du Hamas n'existent pas dans la bande de Gaza. Son armement et son financement vient de l'étranger à travers l'Iran. Bon, il y a une plateforme quand même en Turquie et au Qatar. Et donc, ce qui fait, on est quand même sur une organisation qui est transversale. D'ailleurs, c'est le mode opératoire de toutes les organisations islamistes dans la région. Donc, je trouve que les objectifs qui sont annoncés, ou même le discours de Benjamin Netanyahu, reflètent clairement la soif de vengeance. Ça, c'est un élément qui est très présent dans son discours et on le sent qui, plutôt le fait de dire la guerre va être longue, c'est plutôt un message pour l'opinion publique israélienne, c'est pas pour le Hamas. Et donc, ça demande également un effet de préparation psychologique parce que certainement, ça sera pas comme les autres guerres, on va rentrer à la bande de Gaza une semaine ou 2 semaines et c'est bon, et on termine avec le Hamas. Et c'est également préparer à l'après cette guerre. C'est qu'est-ce qui va se passer au niveau de la scène politique, quels sont les retombées de cette guerre sur la scène économique d'Israël et sur également sa géopolitique, sachant bien que c'est un pays qui a réussi quand même à faire une grande infiltration très intéressante les dernières années. C'était grâce aux accords d'Abraham, là où il a fait des signatures des accords d'Abraham de paix avec la majorité des pays arabes. Il y avait même le grand projet de la normalisation avec l'Arabie saoudite. Qui a été stoppé depuis le début de l'attaque du Depuis le Hamas. début de cette guerre, et on sait parfaitement que le fait de reprendre les négociations par la suite, ça va être vraiment très difficile, et également ça dépend aussi des résultats de cette guerre. Le Hamas qui a proposé justement en échange des prisonniers palestiniens, les otages, il y en aurait plus de 220 actuellement retenus dans la bande de Gaza. Que peut répondre Israël? Déjà, la question sur les otages, c'est très importante parce que pour le Hamas, les otages, c'est également une carte de pression. Une carte politique de pression, pas seulement pour Israël, mais sur toute la scène mondiale, sachant bien qu'il y a des binationaux, il y a des étrangers même dans les otages. On parle de plus de 220 otages. Entre 220 et 230 selon les chiffres. 220, 230. Et Hamas a annoncé déjà qu'il y a quand même une cinquantaine de morts parmi les otages. Donc, ce qui fait que c'est une volonté pour montrer la préparation, je veux dire, du Hamas pour négocier sur la question des otages. Cette fois-ci, la contrepartie, ça ne sera pas seulement les prisonniers palestiniens, mais ça sera également, je dirais, la forme, le volume et l'envergure de cette opération militaire et le fait de négocier sur l'après cette guerre. Ce qu'il faut savoir quand même, quand on voit ce qu'a fait le Hamas le 7 octobre, ça ressemble un petit peu à un suicide politique. Une organisation politico-militaire qui fait une opération de grande envergure de cette manière, ça veut dire qu'elle attend par la suite des garanties sur son avenir même. C'est-à-dire, si Israël réussit à détruire la branche militaire du Hamas, mais il y aura toujours une branche politique capable de jouer sur la question des négociations. Maintenant, comment ça sera la forme? C'est-à-dire, est-ce que, par exemple, on attendra à une fusion entre le Hamas et le djihad islamique pour faire une alliance politique? Et ça, c'est un mode opératoire qui est très, très présent chez les organisations islamistes. C'est-à-dire, on crée plusieurs organisations pour que par la suite, il y aura une grande alliance. Ça montre l'unité et ça montre également la force, on va dire, de cette alliance. Alors, il y a d'autres Palestiniens qui se revendiquent finalement de ces différentes organisations et Oui. de cette alliance. Ça se passe en Cisjordanie. On peut dire qu'il y a une sorte de
de tension, de conflit même qui a lieu à bas bruit clairement. en Cisjordanie entre des Palestiniens et des Israéliens. Plus d'une centaine de Palestiniens tués d'ailleurs depuis le début de ce conflit. Bah, et ça aussi, il faut savoir que dans la Cisjordanie, là où il y a l'autorité palestinienne qui a signé les accords d'Oslo avec les Israéliens et qui coordonne d'une façon très très forte avec les Israéliens sur le plan sécuritaire et sur le plan politique, mais parmi les militants, on va dire, de la population de palestinienne en Cisjordanie, il y a des militants du Hamas qui sont présents dans cette... Et des militants du djihad islamique. Et des militants du djihad islamique qui sont présents dans cette partie, qui sont contre le pouvoir de l'autorité palestinienne, en l'occurrence, bien évidemment, le visage politique de Mahmoud Abbas, mais également, ils sont des partisans pour plutôt qu'il faut faire la guerre que plutôt faire la paix. Et donc, je crois que c'est possible, bien évidemment, d'avoir une possibilité d'une troisième intifada, à une révolte dans cette partie, ce qui peut bien évidemment créer un effet de déstabilisation. Parce qu'il y a un désir Israël. aussi, comme une sorte de vendetta, il y a un désir de vengeance aussi des familles et des proches des Palestiniens qui sont tués en Cisjordanie. Et les images qui viennent de Gaza des aussi. Israéliens aussi qui sont, on l'a vu avec cette vendetta qui a eu lieu en février dernier d'ailleurs, d'Israéliens qui ont été abattus et finalement les familles sont arrivées par centaines pour brûler des maisons. Clairement. Et je peux même aller plus loin dans cette partie d'analyse pour faire un petit rappel concernant aussi qu'il y a quand même 20% de la population israélienne sont des Arabes, sont des personnes qui sont d'origine palestinienne et qui ont encore des membres de famille dans la partie de la Cisjordanie ou même à la bande du Gaza. Et on se rappelle bien qu'il y avait des tensions l'année dernière à Tel Aviv entre des Arabes israéliens et le pouvoir israélien. On se rappelle bien qu'il y avait des tensions dans le quartier Hayl Jarrah, dans la partie de Jérusalem, là entre des Israéliens même, mais c'est des Arabes et des Juifs. Donc c'est clairement une tension qui est très très forte avec un risque d'embrasement extrêmement intéressant. Maintenant, il faut savoir que moi, quand je lis par exemple la presse israélienne, je vois qu'il y a un temps très très critique vis-à-vis de Benjamin Netanyahou, vis-à-vis de sa politique, et qu'il y aura par la suite une reddition de comptes après cette guerre. Il l'a dit d'ailleurs, je rendrai des comptes. Je crois que, bah oui, il sera obligé, de toute façon, parce que sinon, ça va être une crise politique énorme. Et je crois que même au niveau israélien, ils sont en train de réfléchir sur l'après, qu'est-ce qui va se passer au niveau de la scène politique. Maintenant, ce qui est vraiment très intéressant, et ça, c'est peut-être une remarque qu'on peut l'extrapoler à travers le cas de la bande de Gaza avec Israël, c'est que quand on prévient une guerre, quand on anticipe qu'il y aura une guerre dans une zone du monde actuellement, elle se réalise. Quand on prévoit un déroulement, une guerre longue, elle se réalise. Il faut juste voir la guerre en Ukraine, l'Azerbaïdjan et l'Arménie, et là maintenant Israël et la bande de Gaza. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les institutions internationales et ce qu'on appelle d'une façon vraiment très chaleureuse la communauté internationale a vraiment échoué à créer des mécanismes de gestion de conflits, de prévision de conflits, de gestion de la sécurité au niveau mondial. Donc jusqu'à aujourd'hui, il n'y a pas une initiative pour des cessez-le-feu, il n'y a pas d'initiative pour faire un rappel sur la question de la paix, il n'y a aucun pays, aucune puissance au niveau mondial. Les Nations Unies ont voté une large majorité une trêve humanitaire dans une résolution que Israël a rejetée et a rejetée et qualifiée d'un... Oui, et sachant bien qu'on sait bien la guerre diplomatique, que je peux dire froide, au niveau de l'ONU entre la Russie et les États-Unis concernant cette question. Parce qu'il ne faut pas oublier, et ça c'est une question très importante, Jamal, c'est par rapport à la position de la Russie et de la Chine en ce qui se passe actuellement au Moyen-Orient. On sent quand même que la Russie profite de cette fracture entre l'Occident et le Sud global. Elle est en train d'investir en quelque sorte dans ce conflit par des déclarations qui sont plutôt pro-Hamas, voire même qui dépassent le fait d'être pro-palestinien. C'est une façon, par exemple, pour eux d'instrumentaliser quelque part ce conflit. Exactement, et de jouer également sur la question de l'image, c'est-à-dire de montrer l'Occident comme étant un acteur qui a échoué au Moyen-Orient, qui se désengage des affaires du Moyen-Orient. Et d'ailleurs, le président turc qui accuse l'Occident d'être responsable. On en parlera dans un instant, cette violente attaque justement du président turc contre Israël dans un instant. D'abord, et 7h